Quand la langue se délie, la parole se libère. Au risque de faire du déni, la remue multe à défaut de se taire, dit-on. Ici, la parole est libre, les mots vibrent. Ça se passe par l'oral. C'est la parole orale. Bienvenue dans votre émission Par l'oral, une émission de la culture pour la culture. Aujourd'hui, nous allons parler de littérature. En gros, nous allons parler du livre, de la lecture, de l'édition, dans le cadre général, mais particulièrement au Sénégal. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous avons un invité de marque. Cet invité, il est fondateur du cabinet Kalamou Consulting, spécialisé en services RH. Il est coach certifié en art oratoire, leadership et croissance personnelle. Passionné d'écriture, il est également auteur d'un recueil de poèmes nommé Mère Nature, qui est sorti deuxième au concours national de poésie, le concours Ibrahima Sall de la littérature organisé par le collectif Parlons Poésie en 2021. Il se nomme Moussa Gueye, Moussa Kalamou Gueye. Moussa, bonsoir. Bonsoir cher Mandiaï. Bonsoir, merci pour cette présentation. Très heureux d'être ici à Clap Africa TV et encore une fois pour échanger sur ce qui nous passionne tant, la littérature et l'écriture en général. Alors, pour échanger sur ce qui nous passionne tant, la littérature, l'écriture. Alors, le débat, il est campé et nous nous excusons également pour l'autre invité qui devait être sur le plateau, Anna Lingaï, qui pour des raisons indépendantes de sa volonté n'a pas pu être et honorer sa présence à cette émission. Et je pense que, comme je lui ai dit, ce n'est que partie remise. Elle sera sur le plateau et nous allons parler, discuter avec elle sur ce qui nous passionne, comme l'a dit Kalamou, la littérature, le livre, la lecture, la culture en général. Alors d'abord, Moussa Kalamou. Kalamou déjà, ça évoque quelque chose. Oui. Kalamou on va dire que Kalamou est assez présent dans ma vie. En général, autant pour le prophète Abraham, qui était l'ami de Dieu, on l'appelle Khaliloullah, autant pour le prophète Moussa, qui avait la chance et on va dire l'opportunité d'échanger avec Dieu, on l'appelle Kalamoula, celui qui avait la parole, qui échangeait avec Dieu. Et tous les Moussa, en général, ont ce diminutif là de Kalamoula. Beaucoup, dans le respect de la langue arabe, en général, c'est Kalimoula. Mais Kalamou, de manière générale, signifie la parole et est assez lié à mon nom, qui est Moussa, justement. Qui est Moussa. Voilà. Qui est Moussa déjà, Kalamou. Et dans la présentation, on a parlé d'orateur. Donc, on a parlé d'orateur. Donc, déjà, ça revient à Kalamou, au nom. Et c'est significatif, c'est divin, c'est mystique, c'est prophétique comme on dit, puisqu'il a le nom également d'un prophète, donc déjà c'est ça. Et Mère Nature, un recueil de poèmes qui a participé à un concours et qui est sorti second. Donc est-ce que vous pouvez un peu nous parler de Mère Nature, de ce recueil? Oui. On va dire que j'ai toujours aimé la littérature, la lecture. Depuis notre tendre enfance, mon père nous avait inscrits au Centre culturel français. Parce que les mercredis, on était à la maison, on chahutait beaucoup et il a décidé de nous inscrire à la bibliothèque pour au moins avoir des temps de qualité. Les mercredis, en général, à cette époque-là, on n'avait pas cours. Et c'est donc là que j'ai découvert la littérature africaine, européenne et tout ça. Et que j'ai commencé à aimer cela. Alors, à la fin de mon adolescence, au lycée,
j'ai commencé à m'essayer à la poésie parce que je suis quelqu'un qui, de nature, est très romantique, très sensible à certaines choses. Et j'aimais bien écrire. Alors, ce qui s'est passé, la petite anecdote, c'est qu'il y avait au niveau de Radio Nostalgie un concours de poésie pendant le temps de la Saint-Valentin, chaque année, qu'ils organisaient. Il était question d'écrire un poème d'amour et il y avait un concours national où tous les jeunes écrivaient des poèmes. Je n'étais pas très emballé par l'idée, mais j'avais des amis qui voulaient faire le concours. Alors, sur 2 années consécutives, il m'est arrivé d'écrire un poème à un ami pour lui dire « Ok, va présenter ça ». Il va, il présente et il prend la première place. Avec tout ce que ça comme avantage, comme cadeau, des habits, de l'argent et tout ça. C'est là que j'ai peut-être eu un premier déclic qui m'a dit « Bon, peut-être que ce que tu fais n'est pas mal ». Parce que voilà, je montrais à personne sauf à ces amis-là qui venaient lors d'un concours pour me solliciter. Et après, je me suis dit « Peut-être qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là ». Alors, avec les études, je n'ai plus eu du temps. Pour en venir à la genèse de Mère Nature, j'ai intégré un club, justement, on parle d'oralité, un club de prise de parole en public qu'on appelle Toastmasters International. Et dans ce club-là, c'est une association mondiale où on apprend à parler en public. J'ai intégré le club pour pouvoir avoir des compétences dans l'oralité, parce que je me disais qu'il fallait une certaine symétrie. C'était une chose de pouvoir être bien dans l'écriture, mais c'était autre chose de pouvoir déclamer ce que nous éprouvons. Voilà, je pense que vous en savez quelque chose. Et j'avais cette incompétence-là dans l'oralité. Je bégayais, j'avais des surfrades et tout ça. Et j'ai senti ce besoin-là d'intégrer le club pour pouvoir traduire mes écrits, ou au moins pouvoir les partager avec les gens. Et en 2014, on a un projet qui s'appelle Les mots pour le dire. Donc on me demande de faire ce projet-là, Les mots pour le dire. Et dans ce projet-là, il était question de donner un peu plus de poids aux mots, de puissance aux mots. Et c'est à cette époque-là que j'avais écrit, c'était en 2014. Je me rappelle avoir écrit un poème dédié à ma mère. Et dans ce poème-là, je décris un peu le bébé dans le ventre de sa mère qui entend des sons, le jour de la naissance où il sort dans un monde qui lui est inconnu, la douleur ressentie par la maman en opposition au bonheur qu'elle a de retrouver cet être si cher et tout ça. Et le poème, il fait à peu près 3 pages. Alors, je l'ai écrit en 2014 et je suis allé le présenter justement. Alors, quand je l'ai présenté, on m'a évalué et les gens m'ont dit c'est extraordinaire, tout ça là. Alors, en fait, dans ma vie, il se passe des événements, mais des fois, je ne fais pas tellement le link. Je passe facilement à autre chose, à d'autres activités. Donc, le poème, il dort dans ma machine après. Et c'est en 2014, en 2021, disons en 2020, je fais un accident de moto. Je me retrouve alité. Donc, j'avais un problème au niveau du genou. Et pendant 6 mois, donc, j'étais alité. C'était au début de la Covid-19. J'avais du temps. À un moment donné, j'étais en train de fureter un peu dans mon ordi et je retombe sur ce poème-là que j'avais dédié à ma mère. Et je me suis dit, bon, j'ai un papa qui est très strict du point de vue de la littérature. Bon, il est magistrat de formation, mais très à cheval sur le respect de la lettre. Voilà, c'est les anciennes éducations. Voilà, c'est l'ancienne école. Voilà, c'est l'ancienne. D'ailleurs, il est de Thiès et il a fait Clémenceau ici, tout ça. Et je décide de m'armer de courage et de lui envoyer le poème. Parce qu'en général, quand tu lui envoies un texte, il m'appelle. Et il était dans un état euphorique. Il me dit, c'est incroyable, je ne savais pas que tu avais des talents d'écriture. Et ça m'a fait quelque chose. J'ai dit, non, papa, ça c'était juste... Je l'ai écrit en 2014, ça fait déjà 7 ans. Je l'avais oublié et je me suis dit, je vais partager. Il me dit, ah non, 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 écoute, est-ce qu'il y en a d'autres? Je dis, non, c'est le seul que j'ai. Il y en avait d'autres, mais c'était du temps de mon adolescence. Il me dit, il faut que ça soit le premier poème d'un recueil que tu vas produire. Aujourd'hui, tu es alité, tu as du temps, vas-y. Écris. Voilà. Et j'étais aussi très content et très motivé. Et je me suis dit, donc je vais faire un poème de 28, un recueil de 28 poèmes en 28 jours. C'est le défi que je me suis lancé. Et chaque matin, je prends mon petit déjeuner, j'allume ma machine et je produis un poème avant midi. Donc quand j'ai eu les 28, je l'ai partagé à mon père évidemment qui a fait la correction et tout ça, la relecture. Et je l'ai envoyé aussi à un ami coach, Coly Senghor, qui est très épris de littérature, très épris. Et c'est ce Coly Senghor-là qui est au courant d'un collectif Parlons Poésie, une association de jeunes poètes
et il décide de m'inscrire, comme ça. J'ai dit, voilà, il me dit non, tu vas le faire, tu vas... Et quand j'ai lu sur la page Facebook la liste des concurrents, entre guillemets, des poètes, des gens que j'admirais, tu les connais très bien, Pathé Patterson que je suivais beaucoup, Nguiran et les autres. Et je me suis dit, je n'ai pas ma place ici. Et on était 58. Voilà, donc au bout de quelques mois, bizarrement, j'en reviens toujours pas, le poème est sorti deuxième. Voilà, et je me rappelle la présidente de jury, à l'époque, m'avait tiré de côté pour me dire j'espère que vous n'arrêterez pas d'écrire. Donc il faut continuer. Donc c'est vraiment ma rencontre avec le collectif, qui m'a intégré, vous et les autres, et vous m'avez mis à l'aise et voilà la suite. Et c'est là que j'ai produit Mère Nature. Alors Mère Nature, c'est un peu, on va dire, une petite synthèse de mes passions. J'ai une passion pour la nature, donc pour tout ce qui est verdure, les arbres et tout ça, et une passion pour l'écriture donc, et pour tout ce qui est développement personnel. Donc il y a 3 parties dans le recueil. Ces êtres chers, je les dédié à ma famille. Mon père, qui est un modèle, ma mère. J'ai un poème pour ma fille. Si on a du temps, peut-être que je vais vous lire quelques extraits. L'amour à ma femme et tout ça. Une autre partie où je parle des éléments de la nature justement, qui sont le cœur du poème, où je parle du vent, du feu et tout ça, parce que, à mon avis, et ça on va revenir peut-être là-dessus, vous, les grands poètes, vous avez cette capacité-là à faire voir la vie aux gens dans son vrai visage, on va dire. Voilà, et ça, c'est une des fonctions extrêmement incroyables de la poésie, qui fait sa magie. Et justement, j'ai traduit mes sentiments par rapport à l'amour que j'ai pour la nature dans ce recueil. Et enfin, une dernière partie, on va dire, qui est un peu, qui est relatif à ce qu'on appelle, le mot va me revenir, les concepts abstraits. Le concept abstrait, la justice, le sourire, le droit, voilà, la mort, la douleur. J'ai dû consacrer des poèmes à chacun de ces éléments-là qui me parlent et qui sont partie intégrante de ma vie et de la vie de tout un chacun. Donc voilà Mère Nature, un recueil qui naît comme ça par hasard et qui arrive bon an mal an à faire son chemin. Alors un recueil qui est né comme ça, un recueil qui n'est pas né comme ça, parce que c'est une inspiration, c'est un travail, comme il l'a dit, 28 jours pour écrire 28 poèmes, et commençant également par la source de toute chose qu'est la mère. Exactement. Donc la naissance, exactement. Et on parle de Mère Nature, donc déjà de Mère Nature. Et ce que j'ai retenu en premier lieu, c'est d'abord déjà la lecture. Oui. La lecture. Aujourd'hui, on va en venir, c'est un problème. C'est un problème au Sénégal, c'est un problème partout, même dans le monde. Oui. Aujourd'hui, les jeunes ne lisent plus, même les adultes ne lisent plus. Donc la littérature, c'est devenu un problème. Comme tu l'as dit, les parents nous inscrivaient dans des bibliothèques. Exactement. Il y avait également des bibliothèques aujourd'hui et ça manque. Par exemple, à Thiès, je me rappelle qu'on allait au musée pour lire. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup... Et on situe les causes différemment. Toi, en tant que lecteur déjà et écrivain, où peux-tu situer ce problème-là de la rupture entre les jeunes et la littérature? Oui, cette rupture-là, elle est profonde. Et on peut lui trouver des causes multiples. Mon esprit va en premier à la technologie, à l'avancée technologique. Moi, je me dis que l'avènement de la télé a eu beaucoup de conséquences dans ces moments que les gens prenaient pour lire. Avant la télé, les gens lisaient, il n'y avait que la lecture comme divertissement, mais comme acte d'apprentissage aussi. Donc lorsque la télé est venue, on va dire que la télé a un peu pris dans la population de ces lecteurs-là, où les gens étaient beaucoup plus attirés par l'image et le son, plutôt que par cet acte du cerveau qui se met à apprendre et à imaginer des choses. Alors, au-delà de la technologie, il y a l'avancement un peu des modes de vie.
les modes de vie où les gens n'ont plus ce temps-là d'être à la maison, d'avoir cette introspection-là, ou alors par rapport à une conviction de se dire, aujourd'hui, moi, c'est ce que je conseille souvent à mes étudiants, il faudrait que votre choix d'études, de filière, corresponde à vos ambitions professionnelles. Je m'explique. Si moi, aujourd'hui, dans mon activité, je me rends compte qu'il me manque des compétences digitales, dans le digital. C'est à ce moment-là que je vais choisir d'aller faire des recherches dans le digital parce que j'en ai besoin dans mon activité de tous les jours. Et pour ça, rien de mieux que d'aller trouver des livres dans le digital. Parce que les livres traitent de tout. C'est grâce aux livres, grâce à la transcription du savoir de ces grands auteurs qui ont fait le monde, qu'aujourd'hui le monde est ce qu'il est. Les gens continuent d'écrire, mais il y a beaucoup de distractions maintenant qui font que les gens ne trouvent plus d'intérêt à lire. Et j'ai échangé avec un ami écrivain il n'y a pas longtemps qui me disait que les gens font de la lecture, en fait, quand les gens font de la lecture, c'est de manière accessoire. C'est-à-dire, moi, Moussa, aujourd'hui, je ne vais lire que quand je n'ai plus rien à faire. On relègue la lecture au dernier plan. Et lui, il est allé plus loin. Il me dit, écoute, les gens ne lisent qu'une fois qu'ils sont près de dormir. À 15 minutes, bon, ok, je vais prendre un livre, je vais lire, alors que là, le cerveau, il est fatigué. Effectivement. Voilà. Ou bien ils lisent pour s'endormir. Pour s'endormir. Alors que c'est un acte d'apprentissage, comme je l'ai dit. Et mon ami là qui est écrivain, il me dit, moi, quand je décide de lire Moussa, je le fais à une période de la journée où je suis le plus actif. Je m'assois dans mon bureau, tout droit, je mets du café, je suis au maximum de mon énergie. Et c'est là que je prends des marqueurs, des crayons, une gomme qu'il pose. Il a tout un matériel qui l'accompagne dans sa lecture. Il va souligner des paragraphes, il va faire des recherches, il va prendre un dictionnaire lorsqu'il rencontre un nouveau mot. C'est un travail intellectuel. Absolument. Parce que justement, l'esprit se nourrit de lecture, comme on le dit. Absolument. Et aujourd'hui, on le voit justement. Voilà pourquoi la question est extrêmement pertinente. Les gens relèguent la lecture au dernier plan parce qu'il y a beaucoup trop de distractions, beaucoup trop d'activités qui semblent être importantes et qui ne le sont pas, en tout cas comparées à la lecture. Est-ce que également c'est pas un problème d'éducation littéraire également, parce que déjà bon, on n'est pas assez âgé, mais on a un peu vécu au moins. Mais je me rappelle du temps de notre enfance, on donnait des BD. Oui. On apprenait à lire à travers des BD, à travers Mickey, à travers Pinocchio et autres. Donc ça nous donnait envie de lire. Mais aujourd'hui, les parents n'ont pas cette sagesse, si je peux le dire ainsi, de donner à leurs enfants. Ils préfèrent à la limite leur donner un téléphone, un iPad pour qu'ils aillent jouer et autres, pour se libérer eux, avoir leur temps à eux, mais ils ne les poussent pas à lire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et justement, donc la responsabilité des parents, et justement, les parents sont tellement pris justement par les activités. Aujourd'hui, dans le modèle de couple, on a le papa et la maman qui vont au travail, qui rentrent le soir, ils sont fatigués, ils ont besoin de temps pour eux-mêmes, ils n'ont pas tellement le temps des enfants. Limite, on le voit maintenant, des mamans qui, pour se débarrasser du petit, ils lui donnent le téléphone et disent, allez, va jouer avec le téléphone. Alors que justement, c'est quelque chose que nous devons imposer à nos enfants. Moi, j'ai 2 filles, il m'a été très difficile de leur imposer la lecture. Surtout la grande, quand elle était au CE1, je voulais l'initier un peu à la littérature africaine, mais c'était très compliqué. En une semaine, elle a dû lire 2 ou 3 pages. Mais je ne l'ai pas lâché. Chaque jour, à un moment donné, à 17h, 18h, entre 17h et 18h, je lui dis, lis-moi un passage et après tu viens qu'on en discute. Donc je prenais sur moi de mon temps pour qu'on fasse de la lecture ensemble. Et après, au bout d'un mois, elle a pris goût. C'était son premier livre, c'était Une si longue lettre de Mariam Ba. Et évidemment, en tant que jeune fille, livre pratiquement de votre jeune. C'est là qu'elle a accroché. Alors, arrivée au CM2, elle avait déjà presque lu une bonne 50aine d'œuvres de littérature africaine. Aujourd'hui, elle est devenue incollable dessus. Mais c'est ça, en fait. Je pense que si je n'avais pas tellement insisté, et surtout que aussi sa maman est une férue de lecture,
Sa maman aussi insistait de l'autre côté. Quand je n'étais pas là, c'est la maman qui mettait la pression. On leur fait un coucou au passage. C'est des filles qui sont extraordinaires et on a partagé un peu de temps et nous faisons un coucou. Et c'est vraiment important, l'éducation littéraire chez les jeunes, pour leur donner goût à la lecture, pour leur donner goût à... Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui écrivent ou bien il y a beaucoup de jeunes qui... Mais il faudrait également avoir ce bagage intellectuel, ce vocabulaire pour pouvoir produire quelque chose. Et ce qui donne ça, c'est la lecture. Donc, ce qui permet de pouvoir avoir ce vocabulaire-là, c'est la lecture. Donc, c'est important d'initier les jeunes à la littérature et il faut les amener à aimer. Il faut lire devant eux parce que l'enfant, il copie. Exactement. L'enfant, il copie et s'il ne voit pas les parents lire, il ne peut pas prendre goût à ça. Il ne peut pas avoir... copier quelque chose qu'il n'a pas vu. Donc, il faudrait que vraiment les parents pensent à cela. Et bon, je me disais également qu'il y a un autre problème pour la littérature, pour le problème de la lecture. Parce qu'aujourd'hui, à l'école, on voit que depuis des années et des années, ce sont les mêmes livres au programme. Ce sont des œuvres de personnes qu'on ne connaît plus, qui sont des bicentenaires, des centenaires, et ils ne sont pas de l'époque de cette jeunesse-là. Ils n'écrivent pas de l'époque de cette jeunesse-là. Et on veut que ces jeunes-là aiment la littérature à travers eux, alors qu'il y a des gens qui écrivent de leur époque, qui écrivent des choses qui les intéressent, qui les touchent directement. Si aujourd'hui, est-ce que si aujourd'hui on prenait ces œuvres-là, qu'on les mettait au programme scolaire, ça ne donnerait pas envie à ces jeunes-là de lire? C'est tellement pertinent ce que tu dis, parce que vous savez, quand vous avez un livre, vous êtes plongé dans un monde. Et si l'auteur est bicentenaire, vous avez du mal à vous connecter à ce que l'auteur dit. C'est ce que je dis souvent à mes amis. Je leur dis, travaillez à ce que la personne qui vous lit s'identifie à ce que vous écrivez. Et lorsqu'il y a un décalage d'époque, déjà, bon, c'est bien quand il y a de l'histoire pour connaître certains faits de l'histoire, mais évidemment, ça ne motive pas le lecteur. Alors que lorsque dans un livre, l'enfant lit Grand Thiès, Bayal, Ville, c'est des choses qui lui parlent. Absolument. Parce qu'il est dans sa réalité. Absolument. Exactement. Et il faudrait justement, et ça c'est de la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale. On en parle tout le temps, partout, mais on a l'impression que les gens font la sourde oreille. Nous avons les mêmes programmes depuis les années 60. Mais la preuve aujourd'hui, faites un sondage. Ouais. Si on fait un sondage et qu'on demande aux jeunes lequel des livres au programme les a plus impactés, ils vont parler d'une si longue lettre. Une si longue lettre. Pourquoi? Qui date de combien? Oui. Pourquoi? Parce qu'une si longue lettre traduit la réalité. Exactement. De ces jeunes-là. Oui. Ils s'y voient, oui. Ils s'y retrouvent. Donc, ils ont envie de lire ce roman qui est toujours d'actualité. C'est ça. Oui. Donc, aujourd'hui, on prend un ouvrage de Mama Ken Bougoul, on prend un ouvrage de Mamadou Samb, pour ne citer que. Oui. Ce sont des ouvrages qui parlent à la société, à la communauté. Aujourd'hui, ce serait important que ces ouvrages-là soient mis au devant de la scène. Et il y a des jeunes également, il y a d'autres jeunes, comme tu as parlé tantôt de Mère Nature, on a parlé du concours Ibrahim Sall avec l'ouvrage de Ngirane, il y a d'autres, Moursei, Paté. C'est ça, il y a d'autres jeunes qui ont écrit et dont les ouvrages, s'ils étaient déjà, ils vont se dire qu'effectivement, c'est un jeune comme nous qui a écrit. Et s'il a écrit, nous devons pouvoir écrire. Ça va susciter une vocation. C'est ça. Et comment faire pour écrire? Ce jeune-là va leur dire, il faut lire. Exactement. Exactement. Donc, c'est très simple. C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué, mais malheureusement, je pense que c'est ça.
voilà, il y a certaines réalités et tout ça, mais il faut en faire la promotion. On a eu de petits étincelles avec l'exemple de Fatidien, chambre 7, dont l'extrait a été proposé à un examen du BFM, mais après, les gens sont retournés dans les œuvres du siècle dernier. Alors, et c'est exactement ce qu'il faut faire. À l'État du Sénégal, oui, aux gens qui travaillent sur le curricula de l'éducation nationale, on vous invite encore et encore, on ne cesse d'en parler. Aidez-nous à aider ces jeunes-là à lire. Et on va continuer sur cette lancée. Et déjà, on a parlé de littérature, on a parlé du livre, on a parlé de la lecture, mais le livre, aujourd'hui, quelle vie a-t-il compte tenu de ce qu'on vient de développer? Et ça fait partie peut-être d'une des causes pour lesquelles la lecture n'est pas assez promue, justement, parce qu'il y a énormément de manuscrits qui donnent dans les tiroirs. Donc c'est le problème de l'édition au Sénégal. On a un réel problème de l'édition. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, on aurait dû parler de l'industrie du livre. Absolument. Comme c'est le cas dans les pays les plus développés, aux États-Unis, en France, partout, vous avez ce poids bien mérité qu'on donne au livre, à l'édition. Mais ici, l'édition souffre. Moi, je suis sûr que vous avez dans votre tiroir 2 ou 3 manuscrits qui attendent d'être édités. Mais pourquoi? Parce que les conditions d'édition sont extrêmement difficiles. Très difficiles. Extrêmement difficiles. Moi, à mon recueil, j'ai déjà demandé des devis un peu partout. On ne va pas les nommer, mais certaines maisons d'édition qui sont ici, mais qui vous demandent facilement 500 à 700 000 francs pour sortir le livre. Et encore, dans le contrat, ils vous disent que vous avez droit à 5% des produits des ventes. Vous ne pouvez pas être l'auteur, être inspiré, produire votre œuvre qui vous est propre, passer du temps dessus et après ne bénéficier que de 5% des produits de la vente. Encore que ces 5%-là, il faut comment dirais-je, parce que déjà il y a des maisons d'édition qui te disent que, bon, tu as par exemple 50 exemplaires pour le premier tirage. Après la vente, maintenant 5%. Et ces 5%, c'est à partir d'un nombre déjà vendu. Au-delà de ce nombre-là, au-delà de 500, c'est à partir de là que vous touchez les 5%. Voilà. Donc, alors que le travail, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, le travail intellectuel, c'est l'auteur qui le fait. Le travail, le plus gros du travail, et déjà même pour la promotion du livre, souvent c'est l'auteur lui-même qui le fait. Donc effectivement, c'est un problème, l'édition. Et aujourd'hui, il y a le fonds d'aide à l'édition, mais le fonds d'aide à l'édition aujourd'hui qui connaît des lacunes parce que déjà l'accès à ce... pour l'information, beaucoup de jeunes auteurs ignorent justement que ce fonds-là existe. Et même s'il existe, le budget alloué est très minime par rapport au réel potentiel, la demande au réel potentiel du marché. Et peut-être que c'est l'occasion de saluer le collectif Parlons Poésie, qui depuis l'année dernière a décidé de mettre en place aussi, de se mettre à l'édition. En tout cas, qui est en train de faire son bonhomme de chemin. On a produit justement le dernier lauréat. Et l'idée, c'est vraiment justement de juguler ce manque-là. Là où les jeunes auteurs éprouvent des difficultés à faire sortir leur œuvre, le collectif Parlons Poésie est là avec les éditions Al-Falouk qui vous aident au moins à pouvoir sortir ce livre-là et avec des conditions un peu plus, avec plus d'équité. Effectivement. Voilà, par rapport à l'auteur. Et c'est l'occasion de saluer ces gens il y a Mamtouti, édition avec, comment dire, Anna Lingay qui devrait être ici aujourd'hui. Il y a d'autres maisons d'édition avec le frère Nyohor. Il y a des éditions qui sont là, des maisons d'édition qui sont là, qui essaient de propulser l'édition au devant de la scène, mais le problème, c'est le problème de l'encouragement. Comment les encourager? Comment les aider à avancer? Parce que déjà, comme on l'a dit tantôt, le fonds d'aide aujourd'hui n'est pas très accessible pour ces jeunes éditeurs-là, alors que c'est à eux que devrait
revenir ces fonds pour les aider à se lever, pour les aider à s'imposer. Oui. Donc je pense qu'aujourd'hui également nous lançons un appel au ministère de la Culture, Oui. au ministère, à la direction du livre et de la lecture, pour revoir également l'allocation de ces fonds-là et comment aider, pousser les jeunes éditeurs, les auteurs également qui font des demandes, parce que les demandes, ça ne manque pas, Oui. des demandes d'aide à l'édition pour les accompagner à faire vivre leur art. Donc, on en a parlé. Aujourd'hui, on aimerait un peu entendre Kalamou dans cette dynamique de l'oralité, parce que c'est un très grand orateur pour ceux qui le découvrent, et nous voudrions un peu découvrir déjà un peu des extraits de Mère Nature. Oui. Et Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Nous vous rappelons que nous sommes toujours dans l'émission Par l'oral, qui se passe sur Clap Africa TV, sur le plateau de Clap Africa TV. Nous sommes avec Moussa Kalamou Moussa Gueye, qui est fondateur du cabinet Kalamou Consulting, spécialisé en services RH. Il est coach certifié en art oratoire, leadership et croissance personnelle. Auteur de Mère Nature, qui est sorti deuxième du concours Prix Ibrahima Sall du collectif Parlons Poésie. Okay. Je vous lis un extrait, justement le poème dont je parlais, qui sont des éloges à ma mère et à toutes les mères d'ailleurs, qui s'appelle Pure Reine. Pure Reine. Je vous lis peut-être quelques passages. Je ne sais plus depuis combien de temps je me trouve dans cet endroit noir, humide et gluant. Les voix et bruits que j'entends dehors, je le sens sont l'aboutissement de mon sort. Une chose pourtant me rassure dans tout cela, c'est qu'un être puissant dans mes tourments me porte au-delà. Son sourire et ses caresses sont pourtant loin mais si proches, qu'à mon dernier espoir de le voir enfin, je m'accroche. Voilà que des secousses apparues à mon réveil tiennent tous mes sens en éveil et me projettent vers ce qui semble être une lumière au bout du tunnel. Enfin, je rencontrerai mon Créateur au détour de cette belle ruelle. Secousses, voix, cris et mouvements se font de plus en plus forts. Dieu du ciel, ce petit corps, je ne le savais pas si fort. Sang et sueur m'amenèrent donc à la vie, et la lumière, pour la première fois, je vis. Le hurlement qui jaillit de ma gorge est en fait la belle arme qui chante dans le feu de forge. De tout ce comité d'accueil qui, en me voyant, manifeste sa joie, dans les mamelles de cet être si cher pourtant, je me noie. En me donnant ton sein pour la première fois, en toi et pour l'éternité, j'eus foi. Tes yeux lumineux m'envahirent, et du plus profond de mon âme, des frissons jaillirent. Ce liquide blanc, juteux et chaud que j'aspire goulûment prouve pour l'éternité que de ton bonheur, je serai l'artisan. Tu viens de me prouver avec exemple et forces arguments que la vie est d'abord un combat ardu que l'on mène au sang. Le réconfort et l'amour sans fin que tu me portes me mèneront sans embâche à des victoires de toutes sortes. Après plusieurs mois de périple, je pensais être enfin arrivé. Non, je me rends compte que le voyage ne fait que commencer. La vraie bénédiction de la vie, ce n'est pas de la mort faire fi, mais de faire de cette dernière une victoire, afin que les générations futures puissent y croire. Je me rends compte à quel point tu es une pure reine, car de ton armée si puissante, tu sais tenir les rênes. Tu n'imagines pas, maman, oh combien je suis fier d'apprendre de ton si puissant flair à repérer l'ennemi le plus lointain possible et avec tes armes, le terrasser en restant impassible. Les ecchymoses et cicatrices que je vois partout sur ton corps sont la preuve ultime avec l'ennemi de tes nombreux corps à corps. Mon impression d'avoir donné un sens à ton combat s'avéra juste lorsque pour me préparer, tu me dotas de cette puissante arme qu'on appelle l'amour. Car c'est la seule chose qui rythme la nature sans tambour. Et qui pourtant, cet amour est au début et à la fin de toute chose. Pour grandir, cette sève riche
dont il nous faut la bonne dose pour grandir et triompher de la mauvaise herbe, afin que le monde entier veuille de mes fleurs s'accaparer les gerbes. Je t'entends me répéter qu'après chaque victoire, il faut rester vigilant et ne pas danser de gloire. Car c'est justement lorsque la vie est en position de faiblesse qu'elle est dangereuse et sans hésitation nous blesse. Au plus profond de nous-mêmes et ainsi nous rappelle à quel point l'homme n'est qu'un simple et pur mortel qui pense tout dominer et faire ce qu'il veut, alors que de Dieu, il n'exauce que le vœu. Gloire à cette pure reine qui ne cessera de me porter contre vents et marées. Gloire au Très-Haut qui est beaucoup plus présent qu'il ne paraît. Machallah. Merci. C'est un texte fort, un texte, un très grand hommage à la source de toute vie, à la maman. Et toutes les mamans aujourd'hui sont honorées. Et je pense qu'elles l'ont ressenti du fond d'elles-mêmes. Parce que moi, là où je suis, je déjà revois ma maman, je ressens sa présence, son amour et le combat qu'elle ne cesse de mener pour ses enfants. C'est vraiment un grand hommage. Et comme on dit, l'écrivain, le poète en général, en particulier, est un artiste. C'est un tailleur des mots. Et tu as taillé les mots et tu as si bien donné un aperçu plus significatif à la fin. Et je ne sais pas quel message également voudrais-tu lancer à ces dames-là, à ces braves dames, à ces mamans en plus, parce que je pense que tout a été dit, mais on n'en dit jamais assez. Oui, le message, c'est que elles doivent être conscientes du pouvoir divin de création qu'elles ont. Je pense que Dieu ne s'est pas trompé quand il a regardé entre la femme et l'homme sur qui mettre le secret de la vie. Et c'est parce que justement Dieu les a préparés. Et cette puissance, cette expression divine, justement, elles doivent en être conscientes. Savoir quels sont le socle de la vie et qu'à ce titre-là, toute leur progéniture répondent d'elles. Aujourd'hui, il y a des choses que je n'ose pas faire parce que j'ai ma mère qui est omniprésente à côté de moi et qui est capable de me dire « ce n'est pas de toi, il ne faut pas ». Et justement, jouer ce rôle-là, aujourd'hui j'ai plus de 40 ans et là, dans pas longtemps, ma mère peut m'appeler pour me dire je t'ai appelé, je t'ai pas eu, où est-ce que tu es? Pour elle, nous serons toujours ces bébés de 6 mois et c'est de continuer à nous bénir, à nous éduquer, parce que l'éducation ne prend jamais fin. Et au retour aussi, surtout, à cette nouvelle génération-là, de savoir quelle est l'importance de nos parents. On en a beaucoup qui ont perdu les leurs et qui regrettent chaque jour de pouvoir passer un peu plus de temps pour profiter de ces valeurs et de ces personnes qui sont des références et surtout des sentinelles dans la vie. Absolument. Donc c'est extrêmement important, la place de la femme et de la mère. Et de la mère dans la vie. Elles sont sœurs, elles sont femmes, elles sont mamans et elles sont filles. Donc aimons-les, chérissons-les et donnons-leur leur importance. C'est très important. On a parlé de l'oral, de transcrire l'écrit à la parole. Parle-nous un peu de l'oralité. Oui, l'oralité. Parce que c'est également ton fort. Je pense que tu es plus compétent que moi dans cette oralité-là parce que tu es slameur et tu es quelqu'un que j'admire énormément. Il y a une dimension exceptionnelle. Merci. L'oralité est dans notre ADN. L'oralité, j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec professeur, coach Maïssa Mbaye. Maïssa Mbaye est un ancien musicien qui est devenu coach en voix. Maïssa de Africart, que je salue au passage. C'est lui qui m'a formé, qui a formé la première génération de managers
au Sénégal, Exactement. avec les Ati et autres. Exactement. Donc en 2012. Exactement. Je le salue au passage. Et il me dit, il n'y a même pas une semaine, il est revenu de Paris et il me dit, Moussa, mon combat pour l'Afrique, c'est l'oralité. Parce que c'est l'oralité qui fait l'Afrique. Et il me dit, même ceux qui glorifient l'écriture, cette écriture-là tient sa source de l'oralité en réalité. Absolument. Même quand tu ne me parles pas et que celui qui prend une plume pour écrire, il y a une voix derrière qui lui parle. Ça, c'est l'oralité qui est à la source qui est au début et à la fin de toute chose. Absolument. Et il y a cette dimension mystique-là, quand Dieu dit soit et la lumière fut. Donc la parole est au début et à la fin de toute chose. Alors, il nous faut continuer justement à travailler, à donner à l'oralité sa puissance d'antan et sa vraie valeur. Parce que surtout nous, en Afrique, où des gens ont essayé de nous faire croire que la parole s'envole, les écrits restent, alors que toute parole, toute écriture est parole. Est parole. Toute écriture est parole. Et on le voit, même le monde de la technologie l'a tellement compris qu'ils font maintenant des applications où seule la voix, l'oralité donc, compte. On a Spotify, on a énormément d'applications où les gens sont devenus conscients de cette dimension de l'oralité, qui est un vecteur de transmission de valeurs. Ces valeurs-là qui sont l'ensemble de la culture, justement. Et c'est cette oralité-là qu'il nous faut non seulement préserver, mais protéger et développer à travers des activités comme le slam et tout cela. Mais c'est vraiment redorer le blason de l'oralité. Nous avons les griots, les communicateurs traditionnels qui nous transmettent des savoirs de génération en génération. Dans les premiers siècles de l'Afrique, les griots étaient les enseignants des rois. Et ils travaillaient leur enseignement dans l'oralité. Et jusqu'à présent, il faudrait donc continuer à vivifier ça. Et ce que j'apprécie justement dans le slam, c'est que c'est une façon moderne de continuer à porter l'oralité. Parce que la parole, comme le dit Dr Cheikh Diallo, la parole gouverne le monde. Et donc, c'est s'approprier la parole, lui redonner sa puissance d'antan. C'est ça qui permet à notre être le plus profond de s'exprimer justement et de transmettre ce que nous avons à transmettre. Absolument, absolument. Et déjà faire sortir les écrits, dépoussiérer un peu les écrits, faire les sortir des livres et leur donner vie. Parce que même si on lit un livre, on le lit avec l'oralité. Même si on chuchote en lisant, on le lit avec l'oralité. Et également, il y a des gens qui ne savent pas lire et qui ont envie, qui n'ont pas la possibilité de lire. Et je salue au passage également Inefja qui fait un travail extraordinaire là-dessus, avec la traduction des ouvrages en braille, en gros caractères et en oral, à l'oral, pour permettre aux non-voyants, aux malentendants de pouvoir eux également bénéficier de cette lecture et donc sortir les écrits des livres pour les déclamer. Donc aujourd'hui c'est le travail du slam, c'est le travail également de l'oralité avec les concours d'art oratoire qu'on organise un peu partout. Mais dire déjà, mais que dire? Quand le dire? Comment le dire? Où le dire? À qui le dire? À qui le dire? À qui le dire? Et ça me fait penser aux objectifs de l'art oratoire en général. C'est soit d'informer, de divertir, de faire passer un bon moment au public, de convaincre, mais aussi d'émouvoir. Absolument. Cette transmission de l'émotion par l'oralité est extrêmement importante. Et c'est justement dans la communication, nous l'enseignons en général, les mots ont certes un poids, mais la voix a 38% de poids dans notre communication. Et donc, c'est ce qui fait notre identité. Aujourd'hui, si jamais il y avait coupure de courant et qu'on se retrouvait dans la pénombre, il suffit que Mandiaye parle pour qu'on sache que ça, c'est Mandiaye. Et qu'on puisse le situer. Et qu'on puisse le situer, exactement. Donc, la voix est notre identité. C'est la voix qui nous fait, en fait. Et cette voix-là, elle doit transmettre nos émotions, elle doit transmettre des valeurs. Et il faut justement organiser des cadres justement pour permettre à ces personnes-là de pouvoir échanger avec la voix, de valoriser la voix
c'est des concours d'art oratoire, c'est des Ngonal Slam, comme le fait souvent le collectif Parlons Poésie, mais c'est extrêmement important. Quoi dire? À qui le dire? Surtout, c'est ce que je dis, la nature du public va déterminer la nature de votre message. Vous ne parlerez pas de la même façon à des personnes du 3e âge qu'à des gens de votre époque où vous partagez les mêmes passions, ou à des ingénieurs ou à des spécialistes de notre domaine. Et c'est justement ça, à qui le dire, mais surtout, comment le dire aussi. Parce que, et c'est là que l'oralité est extrêmement importante. Comment le dire? Parce que vous pouvez prendre, j'ai l'habitude de donner un exemple où, surtout les femmes qui sont très bien dans l'oralité, dans l'exercice de l'oralité, une femme à qui tu dis chérie, qu'est-ce que tu as? Et qui te dit je n'ai rien. Ça va, je n'ai rien. Ok? Par rapport à ça va, je n'ai rien. Ok? Donc, la façon de le dire. L'oralité donne plus de poids et dénature même les mots que nous sortons suivant le contexte et suivant le poids que l'oralité lui donne. Il faut en être conscient pour valoriser ce que nous faisons. C'est important. Alors, de l'émotion, on va encore en avoir avec peut-être une lecture d'un autre poème. Oui, il y a justement, en parlant d'oralité, il y a un poème que j'ai écrit sur justement la parole, que je peux peut-être partager, parce que justement la parole, c'est ce qui nous lie. Absolument. Oui, la parole qui nous gouverne, qui fait ce que nous sommes. Et juste, voilà, c'est là. Donc, je vous donne un extrait, peut-être, surtout sur le côté mystique, où on disait que elle est au début de la création de toute chose et de tout être. À cette argile si fine, elle donna énergie, force et bien-être. Et depuis, de l'homme, elle devint le plus fidèle compagnon. Partout avec lui, à tout problème, elle trouve solution. Là où l'écrit n'existe pas, l'homme est certes lié à la parole. De son existence, il donne ce goût amèrement exquis d'escarole. Pour autant, cette compagne n'est pas toujours de bon aloi. Et comme toute femme mal comprise, elles font des mois, pour qui n'y réfléchit pas avant l'odeur ne sente. La parole peut être dure, terrible et même foudroyante. Il se dit que d'esclave, elle passe maître de qui la sort. Et avec douceur, devant l'humanité, elle scelle le sort. De nations entières, la parole mit en orbite le destin, avant que, sans qu'on y prenne garde, d'en provoquer le destin, le déclin. Il est aussi vital d'avoir à l'œil son essence créatrice, que d'en mesurer à tout instant sa belle folie destructrice. La parole fit de simples peuples de grandes civilisations, comme en Afrique, comme la parole des plus grands hommes fut l'aliénation. Heureusement que lorsque les couchait en psaume, des plus dures mains, elle en adoucit les paumes. Nous l'avons compris, avec art, elle sait mettre au grand jour nos plus profonds sentiments parés de leurs plus beaux atours. C'est pourquoi tous ces hommes au destin conscient n'oublient jamais qu'elle vaut ultime engagement. Ils en font alors un guide, un phare, puis un bras armé, et avec elle les bonnes graines en enlever, livrées. La parole se combat, la parole se dompte, la parole se dirige. La parole est témoin, la parole est honte, la parole est prodige. Pur et saint, la parole est ce solide réceptacle. De la beauté de la vie, la parole est le premier spectacle. Car la parole est félicité, la parole est abondance, la parole est dignité, mais la parole est prestance. Machallah. La parole, l'oralité. La parole, l'oralité, ça se passe à l'oral. C'est l'émission par l'oral. Et aujourd'hui, on découvre de très beaux poèmes, on découvre un artiste du verbe, un artiste de l'oralité, et il s'agit de Moussa Gueye. Donc je rappelle qu'il est fondateur du cabinet Kalamou Consulting, spécialisé en services RH. Il est coach certifié en art oratoire, leadership et croissance personnelle. Donc pour les slameurs, pour ceux qui aiment convaincre, et même non pas seulement pour les slameurs, mais également pour les politiques qui disent du n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, à ces gens-là à qui on tend des micros et
qui animent, qui sont dans des émissions, dans des plateaux d'émissions, qui disent du n'importe quoi. Apprenez à parler. Apprenez à, comme on dit, avant de parler, remuer moult la langue, à défaut de se taire. Parce que la parole, comme on dit, est plus dangereuse qu'une arme. Et elle tue. Elle tue. On n'en prend pas conscience, mais elle tue. Sa belle folie destructrice. Comme tu l'as dit dans le texte. Et je pense que c'est ça la force des poètes, c'est ça la force des slameurs. Quand on dit que la poésie est l'art majeur, donc les gens, certains se disent que c'est pas ça, ils dénigrent et tout ça, mais effectivement, les poètes savent dire des choses simples d'une façon extraordinaire. Et il l'a démontré aujourd'hui. Et je pense que vraiment, c'est votre émission par l'oral. Et on est avec Moussa Kalamou et on va continuer également avec peut-être un autre poème. Peut-être un autre poème, avec plaisir. Ça se passe par l'oral. Oui. Donc ça se passe à l'oral et l'islam, la déclamation en fait partie. Oui. Justement, il y en a. Donc, dans le recueil, il y a, comme je disais, ce qu'on appelle les concepts abstraits qui nous parlent et qui rythment notre vie de tous les jours. Effectivement. Il y en a un que j'ai appelé credere. Credere, c'est la forme latine de la foi. La foi, aujourd'hui, vous avez parlé aux politiciens et on se demande quelle est leur foi, en quoi est-ce que ces politiques ont foi et toutes ces personnes qui ont de l'influence dans le monde, comment font-ils avec leur foi? Et à ce titre-là, de la foi, je dis que elle est pour le spirituel ce que le vent est pour le voilier, la peau pour le tanneur, le meilleur blé pour le meunier. Sans cette invisible et puissante relation avec l'esprit supérieur, la vie de l'homme ne se targuerait point d'une quelconque valeur. La foi est comme le vent, invisible, mais rend visible tout ce qu'elle touche. L'homme de foi est effacé, mais à chaque fois qu'il vise, fait mouche. Sa relation avec les choses d'ici-bas, le moindre intérêt lui procure. Être à la recherche constante de son moi, une réelle sinécure. À tous ceux qui jadis de leurs plus folles ambitions ont douté, je demande si une seule fois de leur vie, leur foi a-t-elle parlé. De l'endurance, la foi est la plus aimante des mères qui, avec amour, sur les rails propulse son enfant vers le destin final ô combien convoité par les plus nobles esprits, qui corps et âme se sont dévoués à bâtir une vie des plus accomplies, une vie au soir de laquelle l'homme avec le sourire tire sa révérence. À la vue de toutes ces valeurs, à ces enfants semés qui font référence à jamais de l'essence de tout héritage qui l'humanité caractérise. Toute bonne action de l'homme sur son chemin, sur son prochain s'éternise. Tout ceci vaut donc chaque matin de se lever pour se battre au sang, afin d'ajouter de la valeur à toutes ces déterminés gens, qui de leur vie courent à en déterrer la vraie mission. À une grande foi alors, elles doivent entière soumission. Vision, détermination, action, endurance et conviction de la foi sont les enfants au plus bas de leur expression. L'amour est à la base de toute chose, avons-nous dit ailleurs. La foi est le plus grand pilier de l'amour et du tissu, le tailleur. La foi guérit, la foi nourrit. Elle ensevelit de tout homme le doute. De quelque échec que ce soit, alors il ne reste plus aucune goutte. Donc la foi est vraiment importante. La foi est importante et je sais également dans ces textes, on voit que sa profession d'éteint et c'est empreint également de sa vie de coaching. On entend aujourd'hui du leadership, on entend de la croissance personnelle, on entend de l'éducation dans ces textes. Et je pense que ceux qui disent que
la vie de l'être humain déteint sur ce qu'elle produit également, aujourd'hui tu leur donnes raison. Oui, si tu permets, il y en a un qui me tient à cœur, qui parle de douleur. Effectivement. Je pense que la douleur parle à tout le monde. Effectivement. Ouais, tout le monde peut écrire sur la douleur. Effectivement. Et justement, dans le contexte dans lequel j'avais écrit le recueil, c'est que j'avais des douleurs H24 Effectivement. Qui m'empêchaient des fois de réfléchir. Mais je me suis dit, je ne suis pas le seul à le vivre. Je suis sûr qu'aujourd'hui, Maniaï a vécu quelque chose qui lui a causé une douleur. Et à ce titre-là, de la douleur, je disais, la plus grande sensation ou émotion désagréable. Pourquoi rien en toi ne peut être affable? Femme, homme, petit et vieux, tu n'épargnes personne. En un instant et sans avertir, avec douceur, tu résonnes. Au plus profond de nos âmes, tu nous secoues et souvent nous brises, nous faisant oublier de facto que de la mer, nous humions la brise. C'est alors que ton flux nous prend, monte au cou et nous agrippe, nous soulève, nous tord et nous fait oublier qu'on a des tripes. Parce que la douleur nous fait oublier notre courage des fois. L'espace d'un instant, tu glorifies la force de Dame Nature. Nous comprenons alors à quel point l'homme est immature. Car son absence, si courte soit-elle, donne à sa vie un goût de miel. Je deviens alors faux, ingrat et tout d'un coup abuse de tous ces dons que Dieu dans mon être diffuse. Avec une infinie bonté, comme cette air pur que je respire, sans m'en rendre compte et qui répond à ce permanent désir de pouvoir être debout chaque matin et aller chercher ma pitance. Ou alors de pouvoir sans scrupule à mes semblables faire violence. C'est fou comme l'homme est esclave de son orgueil, qui le guide, le trompe, le manipule et lui ferme l'œil, de la gratitude, du discernement et souvent de l'empathie, lorsque le Très-Haut, une infime parcelle de son pouvoir, lui confie. Il se sent alors pousser des grandes ailes brillantes et si dorées, qu'elle l'élève si haut que des hommes, il savoure le mal infligé. Lorsque face à une situation, nous manque l'intelligence de la bonne lecture, alors la douleur se fait appeler ignorance. Lorsque les bras ballants face à la nature et à ses exigences, nous ne pouvons que subir, alors la douleur se fait appeler impuissance. À toute chose, malheur est bon, dit-on assez souvent, la douleur, elle, le rappelle assez aux bonnes gens, surtout lorsque de physique, elle devient émotionnelle. Rien de tel alors que le gros chagrin qui nous martèle face à l'être tant aimé que nous voyons à jamais partir, nous plongeant ainsi dans un gouffre dont on ne pense sortir. Nos larmes qui coulent prouvent de manière ineffable que notre vie désormais à jamais ne sera plus semblable. À ce conte de fées souvent brandi par les vendeurs d'illusions, alors que de l'honnêteté et la rectitude, ils ne font qu'allusion. Douleur, tu es larme, tu es cri, tu es arme et tu es bruit. Mais alors tu es force, tu es courage et tu es fruit. Parce que la douleur nous enseigne. Belle chute. Ouais. Belle chute parce que déjà, comme on dit, on ne peut pas sentir le bonheur tant qu'on n'a pas souffert. Exactement. On ne peut pas sentir le chaud tant qu'on n'a pas froid. Exactement. Donc ce sont des complémentarités et je pense que la chute déjà nous en dit amplement des choses et effectivement, comme je l'ai dit tantôt, c'est toujours un plaisir de l'entendre dire ces textes, de l'entendre déclamer et de l'entendre faire de l'art oratoire. Je vous invite, on va faire une digression un peu pour parler de Toastmaster. Quand j'ai découvert, c'était extraordinaire et faire un clin d'œil à tous les Toastmasters. Oui, Toastmasters, ça s'appelle Toastmasters International, c'est la plus grande association de prise de parole en public. Cette année, en 2023, l'association a 99 ans. Et Toastmasters a été créé en 1924 en Californie par Dr. Ralph Smedley qui a justement compris que l'oralité avait énormément de problèmes. Les gens ont naturellement cette peur de prendre la parole en public et il a créé ce club où on s'évertue à mettre une bonne ambiance, à mettre les gens à l'aise et à les encourager à s'exercer par la pratique de l'art oratoire. En général, les gens, en semaine, ils écrivent des discours sur un thème que tu choisis toi-même. Toi-même, tu as la liberté. Seulement, au moment où tu as choisi le thème, il y a des canevas d'écriture. Voilà, des objectifs qu'on assigne à ton texte. Et après, en fin de semaine, en général, nous, c'est les samedis qu'on se retrouve. En fin de semaine, les gens viennent pour faire des discours, justement, et progresser par la pratique de cet art oratoire-là.
Et c'est justement, c'est une aventure assez transformatrice. C'est justement là que la parole, elle est créatrice. Elle est créatrice. Voilà, parce que moi qui avais des problèmes de prendre la parole en public, aujourd'hui j'en ai fait mon métier. Donc si on me l'avait dit il y a quelques années, j'allais dire non. Mais c'est l'art oratoire qui est comme ça. Alors, prenez parole en public. Ça se ressemble un peu avec l'islam, les ateliers d'islam que nous animons. Et au sortir de ces ateliers-là, beaucoup de personnes apprennent à prendre la parole en public, apprennent à avoir confiance en eux. Et c'est également le travail que fait le Toastmaster. Et coacher les gens à pouvoir prendre la parole en public, parce que déjà nous sommes tous appelés peut-être à diriger des entreprises, à diriger, à être des leaders dans un domaine donné. Et pour cela également, il faut savoir parler aux gens, il faut savoir les motiver, et la parole, elle est importante. Donc il faudrait que les jeunes apprennent à sortir de leur emmurement, à combattre leur peur de prendre la parole en public. Et ça également, il faudrait, c'est un travail qu'on peut faire à travers la lecture, à travers la littérature, mais également à travers l'expression orale. Et donc, invitons nos enfants à prendre la parole, à dire ce qu'ils pensent afin de se libérer. Donc, je pense qu'on est presque à terme de l'émission par l'oral, et nous avons beaucoup appris de cet homme, de cette personne, et je ne cesserai de le remercier parce que je l'ai pris au dépourvu, je l'ai pris en dernier moment, mais il a accepté de venir participer à cette émission. Et vraiment, merci pour ça. Et nous laissons je te laisse la parole pour le dernier mot avec... Merci Mandiaye. Je ne sais pas si nos téléspectateurs sont au courant, mais Mandiaye est un grand artiste. Au-delà de son métier de clerc, c'est un slameur. Il a une plume extraordinaire. J'ai toujours souvenance à Foundiougne, dans la pirogue entre les mangroves de ces poèmes que tu as déclamés et qui résonnent encore dans nos têtes et dans nos cœurs. Un moment suspendu en l'air qu'on n'oubliera jamais. Et je te remercie pour ta science et ta générosité. Merci. Tu parlais de Toastmasters. Il n'y a pas longtemps, on a organisé une séance de démonstration ici à Thiès. Et tu as été le premier à arriver pour nous aider à installer ce club-là ici à Thiès. L'idée, c'est vraiment ça. J'exhorte nos jeunes, nos amis à donner cette importance-là à l'oralité. Ça commence par la lecture, à aimer le savoir et à pouvoir le partager. Il y a des cadres dans lesquels des gens s'investissent à fond pour donner leur chance à ces jeunes talents. Je salue justement et remercie Clap Africa pour cette initiative-là, cette émission qui permet justement à ces gens de pouvoir s'exprimer et peut-être susciter des vocations. L'idée, c'est vraiment ça. Susciter des vocations, faire un appel, comme tu l'as fait tout à l'heure, aux autorités qui ont le devoir ultime d'aider les jeunes. La direction du livre, de faire la promotion de la lecture, d'aider nos jeunes à grandir, à se retrouver dans leur environnement en changeant justement le programme pédagogique. Et ça permet... Il y a un double bénéfice. Ça permet de faire la promotion des créateurs, que sont Mandiaye et les autres. Ça permet à nos enfants d'être plongés dans une réalité qui leur permet de grandir en même temps. Donc vraiment, remercier Clap Africa encore une fois pour cette opportunité qui nous est permis de pouvoir partager, et de dire que nous restons entièrement à disposition lorsque le besoin se fera, et que nous sommes tous derrière vous. Vive l'oralité, vive l'écriture, et vive la poésie aussi. Merci beaucoup. Vive l'oralité, vive l'écriture, vive la poésie. C'est par l'oral. Et on avait comme invité Moussa Gueye, fondateur du cabinet Kalamou Consulting, spécialisé en RH, service RH, coach certifié en art oratoire, leadership et croissance personnelle. Merci. C'était votre émission Par l'oral, animée par votre ami, votre frère Kamou MC l'Africain, et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de Par l'oral. À la prochaine.
réalisateur day wax coupé